Austin, Texas, décembre 1991. Les rues sont décorées de guirlandes de Noël, les magasins ferment tôt, les voitures roulent tranquillement sous les lampadaires. La ville respire la sécurité. Au centre commercial North Cross Mall, le petit magasin I Can't Believe It's Yogurt termine sa journée. Un lieu simple, des tables blanches, des machines à yaourt glacés, des collégiens qui viennent traîner après les cours. À 23h, 4 jeunes filles sont encore dans le magasin. Elles ne le savent pas, mais ce sera leur dernière soirée. Les victimes avaient toute la vie devant elles. Elisa Thomas, 17 ans, employée du magasin, sérieuse, travailleuse, un sourire presque permanent. Jennifer Harbison, 17 ans, employée aussi, sportive, très appréciée. Sarah Harbison, 15 ans, venue rejoindre sa sœur pour rentrer ensemble. Amy Ayers, 13 ans, la plus jeune, amie de Sarah, passionnée d'animaux. Elles font partie de ces adolescentes qui incarnent l'Amérique simple. École, amitié, rêve, leur innocence contraste violemment avec ce qui les attend. 23h48. Un passant remarque de la fumée qui s'échappe du magasin. Il prévient les pompiers. Quand l'équipe arrive, elle pense d'abord à un incendie de cuisine. Peut-être un court-circuit, peut-être une machine à yaourt en surchauffe. Mais lorsqu'ils enfoncent la porte, ils comprennent immédiatement que quelque chose ne va pas. Le feu brûle par terre, pas dans les machines. Il brûle trop uniformément. Il a été allumé volontairement. Puis, dans la fumée, ils voient des silhouettes. Les enquêteurs découvriront les 4 corps dans le fond du magasin. Les jeunes filles ont été ligotées, tuées, puis empilées et brûlées. L'Amérique n'avait jamais vu une scène pareille dans un magasin de yaourt. En quelques heures, l'affaire devient nationale. La police reçoit des centaines d'appels, la ville exige des réponses, les enquêteurs se retrouvent avec une enquête d'une ampleur presque impossible. Plus de 340 suspects initiaux, des centaines de témoignages, des scènes de crimes détruites par le feu, aucun témoin direct, aucune vidéo de surveillance exploitable. En 1991, chaque jour, de nouveaux noms apparaissent. Des kilomètres de documents s'empilent, les enquêteurs travaillent jour et nuit, mais tout semble confus. Des théories se multiplient, rôdeurs, tueurs organisés, crimes opportunistes, vengeance, personne ne sait. Plusieurs suspects attirent l'attention. Des hommes vus près du magasin, des individus déjà connus pour des agressions, des suspects qui avouent puis se rétractent. Certains aveux sont absurdes, d'autres fabriqués sous pression. Les enquêteurs commencent à tourner en rond. Entre 92 et 94, l'affaire n'avance pas. Les familles vieillissent, les dossiers s'empilent. Le meurtre de 4 jeunes filles devient une obsession pour plusieurs détectives. Mais personne ne trouve le puzzle complet. 8 ans après les meurtres, la police arrête 2 amis, Michael Scott et Robert Springsteen. Tous deux avouent après des heures d'interrogatoire. Mais oublient 2 choses, les aveux sont contradictoires. Et l'ADN retrouvé sur la scène du crime ne correspond à aucun des 2. Pourtant, ils sont condamnés. L'enquête veut des coupables, la ville veut tourner la page. Ils passent des années en prison. Puis, en 2009, après de nouveaux tests ADN, ils sont libérés. Ils n'étaient pas là cette nuit-là. Ils ont été accusés pour rien. Le cold case reprend à 0. Les victimes auraient aujourd'hui la cinquantaine. Les familles vieillissent. Les anniversaires reviennent chaque année. Sans justice. L'affaire devient le cas emblématique d'Austin, le crime que personne ne peut oublier, le dossier que les détectives emportent chez eux le soir. Certaines preuves ont disparu, d'autres sont trop fragiles. L'enquête semble morte, jusqu'à l'arrivée d'une technologie qui va tout changer. Dans les années 2020, une révolution éclate, l'ADN généalogique. Les gens envoient leur ADN à des sites comme Ancestry. Ces bases deviennent un outil pour identifier les criminels que personne ne pouvait atteindre. En 2025, après 33 ans d'analyse, de recoupement et de nouvelles techniques, la police obtient un résultat. L'ADN trouvé sur la scène, l'ADN du tueur, correspond génétiquement à la lignée d'un homme. Un nom apparaît, Robert Eugene Brashers, un homme violent, un criminel déjà impliqué dans d'autres attaques, un homme mort depuis des années, mais dont l'ombre plane encore. Brashers ne sera jamais jugé. Il est mort depuis longtemps, mais son nom, enfin, est connu. Les familles savent qui a fait ça. Et parfois, connaître le nom suffit à briser 30 ans de silence. Les Yogurt Shop Murders ne sont plus une énigme totale. Les 4 adolescentes ont enfin une vérité. La science a parlé. Et dans les cold cases, cela suffit parfois à faire renaître une forme de paix.